La République populaire de Chine, couramment appelée Chine et parfois Chine populaire, est un pays d'Asie de l'Est. Avec plus de 1,3 million d'habitants, soit un sixième de la population mondiale, c'est le pays le plus peuplé du monde. Elle compte 8 agglomérations de plus de 10 millions d'habitants, dont la capitale Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen, mais aussi Chongqing, ainsi que plus de 30 villes d'au moins 2 millions d'habitants. Avec 9 641 144 km² de superficie, la Chine est également le plus grand pays d'Asie orientale et le troisième ou quatrième plus grand pays du monde par superficie. En 2014, la République populaire de Chine est la deuxième puissance économique mondiale. La Chine est également l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est également le premier exportateur mondial et dispose de l'arme nucléaire, de la plus grande armée du monde et du deuxième plus gros budget militaire. Gouvernée par le Parti communiste chinois, la Chine a adopté une économie socialiste de marché où le capitalisme et contrôle politique autoritaire se côtoient en une formule spécifique. La Constitution de la République populaire de Chine la définit comme un État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans. Le préambule de la Constitution spécifie le rôle de dirigeant du Parti communiste chinois et constitue de citer officiellement le marxisme-léninisme comme idéologie de référence de l'État. Cette puissance est illustrée par la une du Courrier international datant du 9 avril 2010. Cette puissance nous est symbolisée par cette famille modèle, habillée à l'européenne. Cette dernière, avec un seul enfant, aborde un large sourire. Cependant, on peut s'interroger sur la réalité de cette une. En effet, cette famille est-elle le reflet de la population chinoise ? Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur les différents problèmes de la Chine. Qu'ils soient économiques, en 30 ans, son PIB a été multiplié par 20, ce qui l'a placé au deuxième rang mondial derrière les États-Unis. Environnementaux, la Chine a un taux de pollution très élevé dépassant celui des États-Unis. Sociaux, où les employés sont mal rémunérés et maltraités. Ou politiques. Même si cette politique est abolie en 2015, pour la Chine, les enfants nés en deuxième sont des enfants en trop. Les familles n'ont le droit qu'à un seul enfant et la politique sur ce sujet est très stricte. Dans une seconde partie, l'impact que ces problèmes ont sur ses habitants. Puis, dans une dernière partie, nous verrons s'il est possible de résoudre ces problèmes et comment y parvenir. Brett Arenza dit « C'est un tremblement de terre géopolitique ». Il ne faut surtout pas regarder le chiffre officiel de la croissance du PIB chinois, qui a un rapport assez lointain avec la réalité. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Xi Jinping, le problème de mesure du PIB devient plus grave. En réalité, depuis la fin de 2013, la Chine a connu un ralentissement extrêmement brutal de son activité économique, de sa croissance. La croissance chinoise est donc très dépendante, d'une part, des exportations et d'autre part, des investissements. C'est pourquoi, depuis très longtemps, les gouvernements chinois successifs ont souhaité que la consommation joue un plus grand rôle. Mais l'objectif de l'augmentation des salaires, la stimulation de la consommation, ne s'est pas du tout réalisé. On constate que le poids de la consommation dans le PIB
est à peu près stable, mais ne remonte pas. Comme les salaires ont augmenté considérablement, la Chine a perdu son avantage de compétitivité. Le modèle traditionnel de production de la Chine consistait à produire des biens de niveau moyen ou bas de gamme et accorder une très grosse importance aux investissements étrangers, donc aux délocalisations. Ce modèle est cassé parce que les coûts de production en Chine sont désormais trop élevés. Pour exemple, la fabrication d'un Airbus coûte plus cher en Chine qu'à Toulouse. En conséquence de cette perte de compétitivité, la demande pour les produits chinois, surtout les produits assemblés en Chine, a considérablement chuté. Les entreprises, les fonds d'investissement chinois ont cessé d'investir en Chine. Leurs investissements se sont portés vers l'étranger, y compris dans des pays émergents présentant des coûts salariaux plus faibles que ceux de la Chine. Asie du Sud, en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam et au Pakistan. Le problème de la Chine est donc le problème de compétitivité d'un pays qui s'était spécialisé dans des productions milieu de gamme. La bonne intention de départ, c'était de rééquilibrer la demande au profit de la consommation, mais elle n'a pas été couronnée de succès, et l'effet qui en résulte est cette hausse très forte des coûts salariaux en Chine. Plus de 4000 Chinois meurent tous les jours de la pollution de l'air. La croissance économique entraîne une demande accrue d'énergie, donc une pollution de plus en plus importante, et cette pollution dépend du type d'énergie utilisée. Voici la répartition des sources d'énergie primaires utilisées en Chine. La part du nucléaire, du renouvelable, du gaz naturel, de l'hydroélectricité, du pétrole et la part du charbon. Ainsi, 77% de l'énergie primaire utilisée en Chine vient du charbon. Or, la combustion du charbon est très émettrice en CO2, donc très polluante. Après les États-Unis et la Russie, la Chine est le 3e pays au monde en termes de réserves de charbon. Voici la carte des gisements de charbon sur le territoire et là où se trouvent les plus grandes réserves, c'est-à-dire dans le nord du pays. Si on place maintenant les sites industriels qui utilisent cette énergie, on voit qu'une grande partie de ces sites sont éloignés des gisements de charbon. La Chine brûle aujourd'hui plus de 50% de la production mondiale annuelle de charbon. Nous allons maintenant voir les conséquences de ces émissions de CO2 en commençant par la pollution de l'air la plus visible. Cette carte nous montre les régions les plus polluées de Chine. Dans la teinte marron la plus foncée, nous avons les régions qui ont connu le plus de jours de smog en 2013. Ce sont des nuages dus à la pollution. Elles correspondent aux territoires qui possèdent des usines de charbon et en plus s'ajoute la pollution des grandes villes. Nous remarquons la capitale Pékin qui a connu 60 jours d'alerte de pollution la même année. D'autres villes ont également connu la même alerte, y compris Xintai avec 129 jours d'alerte. L'autre facteur contribuant à la pollution de l'air est l'explosion du parc automobile. Depuis 2010, la République populaire de Chine est le premier marché de véhicules particuliers au monde. Elle immatricule d'ailleurs une voiture toutes les 4 secondes. En 2015, 75 millions de véhicules particuliers et en 2020, ce chiffre pourrait tourner autour de 230 millions. En 2005, cette carte nous montre la mortalité respiratoire en Chine. Les régions les plus affectées, en rouge, se trouvent à l'est du pays. Le nombre de décès prématurés dus à une maladie respiratoire peut aller jusqu'à 5000 cas pour 100 km². La Chine est le pays le plus touché par les maladies respiratoires. La pollution touche également l'eau avec des pluies acides dans les grandes villes et les endroits contenant des usines. Relâchées dans l'atmosphère, les particules polluantes retombent sur le sol, contaminant aussi l'atmosphère en augmentant l'acidité des pluies. Cela finit par contaminer les nappes souterraines, l'eau potable, les réseaux d'irrigation et donc l'agriculture. E-slave, l'esclavage moderne. Mis sous pression par Apple, les sous-traitants comme Foxconn imposent à leurs ouvriers des conditions de travail effroyables. Foxconn s'est engagé à se mettre en conformité avec la législation du travail d'ici le 1er juillet 2013 sans baisser les salaires.
Pékin compte aujourd'hui 3 Apple Store et on parle déjà du 4e. À titre de comparaison, Paris n'en compte que 2 et Berlin n'en a qu'un. La folie Apple s'empare de l'Asie et représente un grand marché. Mais l'envers du décor ne fait pas rêver. Les ouvriers travaillent à la chaîne pour une usine de la région de Shenzhen, en Chine. Des centaines de milliers de jeunes Chinois travaillent 12 heures par jour pour la Silicon Valley. Une étude universitaire chinoise a conclu que l'usine de Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple en Chine, est le premier employeur privé chinois avec 1,3 million de salariés et plus de 400 000 dans la seule ville de Shenzhen. Un employé anonyme de Foxconn a déclaré « C'est comme être dans un camp de concentration ». Foxconn a créé un monde où l'être humain est entièrement dédié à la production, déshumanisé, mécanisé, mais indispensable à la chaîne d'assemblage, tant qu'il ne sera pas remplacé par des millions de robots comme ils l'ont annoncé. 13% des ouvriers sur les 1800 interrogés déclarent s'être déjà évanouis à la tâche. 28% avoir été insultés par leurs superviseurs et les gardes de sécurité, 16% avoir subi des punitions corporelles et 38% des entraves à leur liberté de mouvement. Leurs tâches répétitives durent en moyenne 2 secondes, répétées en boucle pendant des heures, des jours, des nuits, jusqu'à l'épuisement, souvent pendant plus de 11 heures, y compris les week-ends et les jours fériés dans les périodes de pointe, sans compter les heures supplémentaires. Au sein des ateliers, les montres sont interdites et les horloges absentes. Il est impossible d'avoir une quelconque notion du temps, ni de savoir combien d'heures ils travaillent réellement. La Déclaration universelle des droits de l'homme assure pourtant que toute personne a droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail. De plus, les ouvriers des usines d'assemblage seraient également exposés quotidiennement à des substances hautement toxiques telles que le cuivre, le nickel, des gaz contenant des vapeurs d'acide, cela sans aucune protection, mettant en danger leur santé et leur vie. Depuis 2017, Foxconn, conscient du danger, fait contrôler quotidiennement ses travailleurs par des tests d'urine, des tests au rayon X ou des prises de sang, pour savoir si leur corps ne contient pas ces substances toxiques en excès, mais sans jamais les informer du taux de ces produits présents dans leur corps. Mais si leurs conditions de travail sont éprouvantes, leur vie quotidienne devient rapidement insupportable. Les travailleurs sont longés dans d'immenses tours anonymes, à 8 par chambre, avec des couchages sommaires qui ne permettent aucune intimité. Les ouvriers ne font que s'y croiser, personne ne se parle. Malgré le monde, la solitude règne. Les seuls espaces communs sont des salles télé. 40% de ces logements insalubres ne disposeraient pas de douche, de toilettes, ni même d'un quelconque point d'eau potable. Ces dortoirs où les ouvriers sont contraints de s'entasser sont en réalité payants. En principe, pour ces travailleurs qui viennent de toute la Chine, le salaire mensuel est plutôt attractif chez Foxconn. 220 €, légèrement au-dessus du minimum légal à Shenzhen, mais beaucoup plus que dans les provinces dont ils sont originaires. Pourtant, cette somme ne leur est pas vraiment versée. Foxconn leur prélève 14 € pour les charges et le dortoir, 50 € pour les repas, le prix de leur badge et celui des assurances. Pour qu'il leur reste de quoi envoyer de l'argent à leur famille, les ouvriers sont contraints de multiplier les heures supplémentaires. Mais il a fallu attendre que des dizaines de personnes soient poussées au suicide pour que la communauté internationale réagisse. En 2010, en 5 mois, 17 personnes âgées de 17 à 20 ans avaient tenté de mettre fin à leur jour, la plupart en sautant du haut de leur dortoir. Le fabricant a immédiatement réagi en considérant la solution la moins coûteuse. Il a donc commandé un stock de filets anti-suicide installé à chaque fenêtre des dortoirs et ateliers, instauré un test psychologique à l'entrée et embauché 2000 psychologues, sans pour autant améliorer les conditions de travail, mais permettant ainsi à ses employés de mieux supporter leur supplice et éviter le suicide de ses salariés sur leur lieu de travail. Les employés doivent désormais signer une clause à leurs embauches, leur interdisant de poursuivre l'entreprise en justice s'ils sont victimes d'un accident du travail ou d'une réaction excessive, autrement dit, le suicide. Depuis, les conditions ont bien peu changé et le géant Foxconn s'est encore développé, créant d'immenses usines dans le centre de la Chine, où les salaires sont plus bas que sur la côte et où elles sont hors de portée des organisations de défense des droits des travailleurs.
Pire encore, la société Foxconn a plusieurs fois été dénoncée par des sources anonymes, souvent des ouvriers ne pouvant pas se prononcer publiquement, comme une société volant les papiers et documents d'identité d'une partie de ses employés pour les faire disparaître des recensements, supprimer leurs existences légales et les forcer à travailler plus. De l'esclavage moderne en somme, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare dans son article 4 que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Cette loi de planification familiale qui impose à la majorité des couples de n'avoir qu'un seul enfant a été officiellement instaurée en 1979 afin de permettre à la Chine de contrôler sa population la plus nombreuse du monde. Les couples étaient autorisés à avoir un deuxième enfant si le premier était une fille. Certaines femmes ont même été forcées à avorter au-delà de la limite légale des 6 mois de grossesse. Les autorités soutiennent que la politique de l'enfant unique a évité environ 400 millions de naissances. La population en Chine s'élevait officiellement à la fin de 2014 à presque 1,37 milliard d'habitants. Mais les avortements sélectifs et les infanticides causés par une préférence traditionnelle pour les garçons ont conduit à un grave déséquilibre. Pour exemple, en 2014, il est né 116 garçons pour 100 filles. Les structures familiales ont également été bouleversées car l'enfant unique a souvent à sa charge ses 2 parents et ses 4 grands-parents avec le système local des retraites. Les inquiétudes au sujet de la baisse de la population en âge de travailler en Chine, s'ajoutant à son vieillissement, ont donc conduit les autorités à progressivement assouplir cette loi. La population chinoise en âge de travailler a chuté d'à peu près 3,7 millions de personnes durant l'année 2015, en tombant à 915,8 millions. Les 212 millions de personnes âgées représentaient début 2015 environ 15,5% de la population. Selon les estimations de l'ONU, 30% des Chinois auront 60 ans ou plus en 2050, c'est-à-dire bien au-dessus de la moyenne de 20% attendue mondialement. Alors que la politique avait été allégée fin 2013, autorisant les Chinois à avoir 2 enfants si au moins l'un des 2 parents était lui-même enfant unique. Regardons maintenant le témoignage de ce deuxième enfant qui est né lorsque la politique était toujours d'actualité. Li Shui. Cette jeune fille de 22 ans a eu la malchance de naître 6 ans après sa grande sœur. Un deuxième enfant, à l'époque, est un enfant illégal. Alors Li Shui n'a pas de papier d'identité. Aux yeux de l'État chinois, elle n'existe pas. Comme je n'ai pas de papier, je n'ai jamais pu consulter un médecin. Je n'ai pas pu me faire vacciner quand j'étais petite. Ensuite, je n'ai jamais pu aller à l'école et je n'ai pas fait d'études. Et je n'ai jamais pu prendre le train non plus parce qu'ici, il faut une carte d'identité avant de prendre place à bord. Lorsqu'elle apprend qu'elle attend un deuxième enfant, la mère de Li Shui est effondrée. Les familles qui enfreignent la loi doivent payer 800 € d'amende afin d'obtenir des papiers pour leur nourrisson. Une fortune à l'époque qu'elle ne peut pas se permettre. Il y a 25 ans, le Parti communiste chinois a vécu sa crise la plus profonde avec les manifestations de Tiananmen, causant la division du parti unique au pouvoir. Ces manifestations se déroulèrent entre le 15 avril et le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen dans la capitale de la République populaire de Chine. Les manifestations ont été provoquées par la mort de Hu Yaobang, une des figures réformatrices du Parti communiste chinois le jour du 15 avril. C'est un grand rassemblement d'étudiants exigeant des réformes du système politique et dénonçant la corruption en Chine. Aujourd'hui encore, il n'est pas autorisé de parler de ces événements dans le pays. De nombreux Chinois n'ont donc qu'une très vague idée de ce qui s'est passé. La Chine est devenue en peu de temps une puissance exportatrice phénoménale et a pris la tête des exportateurs mondiaux. Ses produits ont envahi le monde. Attirés par les bas salaires, ces investissements ont fait de la Chine le principal atelier du monde dans plusieurs secteurs, notamment dans celui des jouets, des équipements de sport, des produits électroniques, des chaussures, qui représentent 30% de la production mondiale, et des vêtements, qui représentent 20% de la production mondiale.
La Chine est également devenue le 4e exportateur d'équipements électriques et électroniques. Mais elle affiche aussi ses ambitions dans la construction navale et à plus long terme dans l'aéronautique. La communauté scientifique est aujourd'hui à peu près unanime. La pollution de l'air a des impacts négatifs importants sur notre santé. Elle est, entre autres, à l'origine de nombreux décès prématurés, de séjours à l'hôpital, de l'apparition de plusieurs maladies respiratoires et cardiovasculaires et de cancers. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la pollution de l'air entraîne plus de décès par maladie cardiovasculaire que par maladie respiratoire. Plusieurs polluants chimiques toxiques ainsi que les particules ultra-fines de l'air peuvent en effet atteindre directement le système cardiovasculaire et causer des dommages. Soumise à une exposition prolongée à la pollution de l'air, toute la population urbaine est jugée à risque, surtout les personnes vivant près des grandes artères ou des industries. Chez les personnes sensibles, l'exposition à la pollution de l'air augmenterait de 22% à 32% leur risque de succomber à une quelconque maladie. Mais on ne peut prédire qui sera plus susceptible de souffrir d'une maladie. Comme nous avons pu le voir pour l'entreprise Foxconn, les ouvriers sont maltraités, sous-payés et exploités. Ce que racontent les employés, c'est bien l'expérience d'une déshumanisation. Dans cette usine, la chaîne de montage fonctionne jour et nuit. Les journées de travail durent 12 heures et les cadences sont infernales. Chaque geste est chronométré à la seconde près, les pauses sont restreintes et les humiliations publiques fréquentes. Isolés et exténués, les ouvriers souffrent de solitude et de dépression. Les travailleurs chinois ne sont pas pour autant bien payés et loin de là. Ils ne peuvent même pas se payer l'iPhone qu'ils ont assemblé et ne disposent de qu'un seul jour de congé toutes les 2 semaines. Malgré les révélations sur les suicides, les gros clients de Foxconn, tels que Apple ou Amazon, n'ont pas rompu leur contrat avec l'entreprise. Mais ce n'est pas tout. Après leur journée de travail, les employés, logés dans l'entreprise, sont par ailleurs conduits dans des dortoirs bondés et insalubres, équipés de lits infestés de punaises. Au total, le rapport recense une vingtaine de violations aux droits du travail. La politique de l'enfant unique paraît avoir atteint son objectif. La natalité en Chine a radicalement chuté en 35 ans. Cette baisse de la natalité a fortement ralenti le taux de croissance de la population chinoise, passé de 2,76% en 1970 à 0,51% en 2014. La part des femmes dans la population a peu à peu diminué pour atteindre 48,48% en 2014, soit environ 107 hommes pour 100 femmes. Le chiffre est encore plus impressionnant au sein de la génération née en 2010, où l'on comptait près de 118 naissances de garçons pour 100 naissances de filles, notamment à cause d'avortements sélectifs. Ce déficit de filles s'explique par l'état de la société chinoise au sein de laquelle les femmes sont socialement dévalorisées et où les familles préfèrent généralement avoir des fils. Autre signe de cette préférence masculine, la mortalité infantile des filles atteint ainsi 26,8 pour 1000 sur la période de 2005 à 2008, contre 18 pour 1000 pour les garçons. On peut s'étonner que les autorités chinoises aient tardé à réagir. On voyait très clairement depuis l'année dernière cette chute spectaculaire de tous les indicateurs de production de divers biens, d'investissement ou d'importation. On percevait chez nos interlocuteurs chinois un certain sentiment d'urgence et depuis plusieurs mois, un programme de relance de type conjoncturel a été mis en place en Chine, avec une hausse des investissements publics, une baisse des taux d'intérêt, une facilitation de la distribution de crédits par les banques, une baisse des impôts sur un ensemble de biens, qu'ils soient automobiles en particulier ou autres. Ce programme marche. Depuis 3 mois, tous les indicateurs vont dans la bonne direction. Les ventes de voitures remontent, la livraison de logements neufs s'accélère, les indicateurs de production et les importations remontent. On voit de façon assez globale que ce programme réussit dans un environnement où le secteur des services est toujours en croissance assez rapide. Or, c'est le secteur de l'industrie et de la construction qui constitue l'autre moitié de l'économie chinoise qui était en récession. Du point de vue financier,
Une question suscite le débat. Le gouvernement chinois va-t-il utiliser le taux de change comme un des instruments du redressement de la situation économique ? L'enjeu est extrêmement important, y compris pour nous, car si la Chine déprécie considérablement son taux de change, le choc serait assez violent pour le reste de la planète, pour les pays concurrents de la Chine, comme la Corée, le Japon, le Brésil et même des pays européens, et pour les pays qui exportent en Chine, qui verraient chuter la valeur de leur exportation. Dans un pays qui perd des capitaux, qui a un problème de compétitivité industrielle, il est assez légitime de déprécier le taux de change. D'un autre point de vue, en dépréciant le taux de change, on fait chuter la consommation, puisque les Chinois paient plus cher les produits importés, ce qui va à l'encontre de l'objectif central, qui est d'augmenter le poids de la consommation. Cependant, rien de tout cela ne peut traiter le problème profond de la Chine, la désadégation entre les coûts de production et la nature des productions. La seule façon de résoudre ces problèmes, dans une perspective de long terme, serait évidemment de monter en gamme de l'économie chinoise. La capitale chinoise s'est lancée dans un effort majeur depuis que le Premier ministre, Li Keqiang, a déclaré en mars 2014 une guerre contre la pollution. Ces épisodes ont plombé les performances de la ville alors qu'elle était en passe de faire chuter son niveau de pollution de l'air de 20% sur l'ensemble de l'année avant novembre, s'est lamenté le directeur de son centre de contrôle de l'environnement, Zhang Dawei, cité par la presse officielle. La capitale chinoise s'est lancée dans un effort majeur depuis que le Premier ministre Li Keqiang a déclaré en mars 2014 une guerre contre la pollution. Sur ses 4 principales centrales au charbon, une a été fermée en 2014, 2 autres en 2015 et la dernière doit l'être cette année pour être remplacée par des centrales au gaz. Toutefois, souligne Ma Jun, fondateur de l'Institut d'affaires publiques et environnementales, la pollution arrivant sur Pékin provient de plus loin, de centrales thermiques et d'usines métallurgiques des provinces environnantes, du Hebei ou du Shanxi, où elle porte l'économie, ce qui rend l'effort plus difficile. La dépendance au charbon est la cause principale de cette lourde pollution. Le pays estime qu'il consommera 3,96 milliards de tonnes de charbon cette année, ce qui permettrait déjà de réduire la part de cette source à 62,6% de son mix énergétique à la fin de 2017, contre 64,4% à l'heure actuelle. L'administration chinoise de l'énergie a annoncé le 29 décembre 2016 un moratoire sur l'ouverture de nouvelles mines de charbon jusqu'en 2019. Le pays ambitionne également de fermer 1 millier de mines en 2017, un chiffre équivalent au nombre de houllères déjà closes en 2015. Derrière l'iPhone d'Apple, 14 années de violation des droits des travailleurs en Chine se cachent. Le nom de Foxconn est désormais relativement connu. Ce fournisseur d'Apple s'étant retrouvé sous les feux des médias internationaux en 2012 après la mise en lumière de violations systématiques des droits des travailleurs. Pegatron, en revanche, a peu attiré l'attention des journalistes, malgré le rôle de plus en plus important de cette firme dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple depuis 4 ans. Pourtant, les conditions de vie et de travail des quelques 100 000 jeunes Chinois et Chinoises qui travaillent dans l'usine de Pegatron de Shanghai paraîtront tristement familières à quiconque qui a suivi ces controverses. Une grande majorité des ouvriers du département de maintenance de l'usine ont déclaré plus de 92 heures supplémentaires pour le seul mois de mars 2016. Et toutes les fiches de paie émanant de ce département, sans exception, signalent des heures supplémentaires dépassant la limite légale de 36 heures supplémentaires mensuelles. Parmi les travailleurs concernés, des étudiants stagiaires qui légalement ne devraient pas faire d'heures supplémentaires du tout, mais dont certains en enregistraient plus de 80 par mois. Une enquête de China Labor Watch révèle également que le salaire de base offert à ces ouvriers par Pegatron, après déduction, équivaut à seulement 213 $ par mois, soit 117 $ de moins que le salaire minimum en vigueur à Shanghai. Même avec toutes les heures supplémentaires, les travailleurs gagnent 300 $ de moins que le salaire mensuel moyen de la région. En bref, l'entreprise Pegatron ne respecte pas le concept juridique et politique des droits de l'homme, et rien ne changera tant qu'Apple ne changera pas ses pratiques.
Ces données démontrent que l'ambiguïté d'Apple ne sanctionne en aucune manière ses fournisseurs qui violent la législation chinoise et le propre code de conduite qu'elle a élaboré à leur intention. Aujourd'hui, on retrouve les mêmes abus qu'il y a 14 ans dans les usines qui fabriquent les produits d'Apple. Un constat qui ne peut que remettre en question l'efficacité des édits sociaux, une pratique pourtant plébiscitée par l'industrie. La Chine a annoncé officiellement, le jeudi 29 octobre 2015, la fin de la politique dite de l'enfant unique, en vigueur depuis 1979. Désormais, tous les couples sont autorisés d'avoir 2 enfants. Marie-Françoise Renard a dit « Il y a 2 grandes raisons pour expliquer ce changement. La première est démographique et politique. Dans un pays fortement impacté par le vieillissement rapide de sa population, au moment où cette réforme avait été installée, elle représentait un réel avantage pour la Chine. La population était jeune et en âge de travailler. Aujourd'hui, le rapport est beaucoup moins favorable car la part des personnes de plus de 60 ans s'est accrue. Désormais, il faut payer leur retraite, ce qui coûte cher au pays. La volonté affichée est donc de rajeunir la population pour revenir à un équilibre. L'autre raison est davantage sociale. Avec l'accès grandissant à la formation, les Chinois y ont compris dans quelles conditions la politique de l'enfant unique avait été installée. Ce dogme était très mal perçu dans le pays, et l'annonce de la suppression est bien évidemment une mesure populaire. L'affiche du courrier international ne représente donc pas les habitants en Chine de nos jours. Nous pouvons même aller jusqu'à dire que c'est une affiche de propagande. Nous avons pu illustrer les différents problèmes auxquels fait face la Chine, leurs répercussions et comment les corriger. Cependant, nous pouvons nous interroger sur l'avenir de cette puissance, y compris grâce à la citation d'Alain Peyrefitte « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ».